Salut à vous. Bonjour Mathieu. Salut Thomas. Bienvenue dans ce DLV. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de 3 jeux. Tout à fait. On va parler de Meeple Hope, Mhm. qui est un jeu de taille familiale. C'est ça, On va parler de Gods Love Dinosaurs, qui est un peu plus gros, qui est un peu plus gros. Et on va parler de Twisted Fables. qui est encore plus gros. Exactement. Et on va se castagner parce qu'on n'est pas très d'accord sur aucun des jeux. Et je crois que c'est assez vrai. Allez, on passe tout de suite au premier jeu. Meeple Hope, c'est un jeu de positionnement, mais aussi de programmation. On va programmer des cartes pour essayer de s'enfuir dans une fusée. Alors dans ce jeu, on va tous avoir des meeples à notre couleur, on peut même être le président et en avoir un seul, et on va avoir des cartes, 6 cartes qui sont identiques, et on va en programmer 3, les dépiler, à la manière de Colt Express, et on va les faire donc tour à tour. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va les programmer et il va falloir se souvenir de ce que les autres joueurs ont fait, et qu'on va pouvoir déplacer des meeples dans la ligne, on va pouvoir changer un petit peu aussi les actions qu'on fait en fonction de la situation, et à un moment, il y a des joueurs qui vont tout simplement jouer une action qui va soit tourner la fusée en entier, soit mettre le premier meeple de la file d'attente dans la fusée. Mais comprenez bien que suivant le sens de la fusée, ça change tout. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors Meeple Hope, moi j'avoue que c'est... la première fois que j'ai eu la boîte, c'est pour préparer le ludo chrono, et forcément le premier truc qu'on voit sur un jeu, c'est sa cover, et j'avoue que j'ai fait « Ah, ok, ça c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas trop. » Et puis du coup, j'ai préparé le ludo chrono, et en fait, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose en fait. Et du coup, j'ai dit, tiens, le midi, on joue avec les collègues, je l'amène, on va y jouer. Et ça m'a pas mal plu, en fait. Comme tu l'as dit, il y a ce côté, première chose que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y a le côté programmation à la Colt Express. Bon, c'est assez classique, hein, on va se déplacer dans la file d'attente, on va tourner la fusée. Déjà, il y a un côté... on se tire la bourre pour passer dans sa fusée, et donc il y a pas mal de rebondissements en mode je suis devant, mais en fait le mec devant il a passé la fusée derrière, et donc en fait je me retrouve derrière, mais c'est pas grave parce que moi aussi j'ai prévu de rechanger la fusée, et donc ça va. Effectivement, c'est un jeu avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de situations un peu waouh, et c'est assez chaotique, hein, vraiment. Ouais. On est en train de se dire attends, bouge pas, je vais faire ça, on échafaude un plan avec ces 3 cartes, sauf que il y a les cartes de tous les autres joueurs. Eux, ils essayent de passer devant, du coup, on se retrouve à mettre dans la fusée un meeple qui est pas de sa couleur. Et après, il y a quelqu'un qui met dans la fusée un meeple de notre couleur, et du coup, il y a plein de moments où on peut avoir une frustration très légère parce qu'on est dans un jeu d'apéro où, mine de rien, la frustration est pas intense, mais en même temps, il y a tous ces petits moments de joie quand un plan se déroule, on force un mouvement, on force un truc, et c'est vrai que c'est assez agréable, malgré effectivement le graphisme qui fait très vieillot. En plus, ça fait un peu SF moquette, si tu vois ce que je veux dire, vraiment la Star Trek des années 70. Ouais, clairement. Et en plus, alors moi, c'est un truc qui commence depuis quelques années à m'énerver. J'en ai marre de voir des meeples partout. C'est vrai. Je sais pas, mettez autre chose, et surtout dans les titres, quoi. Enfin, j'ai du mal à adhérer à cet élément de jeu comme étant le summum de la représentativité du jeu. Je suis d'accord. Mais c'est juste moi. Je suis d'accord. Moi, l'esthétisme m'a pas plu, et effectivement, je suis d'accord. Ce côté, on met les meeples au centre. Qu'est-ce que ça apporte ? Pas grand-chose. C'est des personnages de n'importe quelle planète. Ça marche pareil, quoi. C'est sûr que ça m'a bloqué. L'autre petit truc sympa, on parlait des rebondissements et du fait qu'il y a du chaos. La comparaison avec Colt Express est intéressante parce que Colt Express, il y a quand même un truc, c'est une fois que tu as programmé tes cartes, on déroule la programmation. Et quelque part, c'est fini. Et donc, quand tu joues une carte, il faut se rappeler de ce qui s'est passé avant. Dans Meeple Hope, quand tu vas jouer tes cartes, il y a plusieurs cartes qui te demandent de faire des choix. C'est-à-dire que tu peux déplacer des gens dans la file, mais c'est pas forcément toi. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont automatiques, changer la fusée de côté, t'as pas le choix. Mais par contre, tu peux déplacer d'autres personnages. Et donc, non seulement quand tu joues ta carte, il faut te dire qu'est-ce qui s'est passé avant, dans quelle situation on va être, mais il faut aussi se dire, attends, parce que là, le tour après où moi j'ai joué, il y a quelqu'un qui rentre dans la fusée. Donc c'est important de se dire qui est devant. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou pas ? Et ça, j'ai trouvé très intéressant dans le fait qu'il y a du chaos, mais tu contrôles certaines choses. Tu contrôles certaines choses, et tu peux avoir une fois que les cartes sont jouées, c'est pas fini. Contrairement à d'autres jeux de programmation où quand on a programmé, merci, au revoir, c'est terminé. Là, non. Là, y a encore des choix à faire, et il faut vraiment être attentif à ce qui se passe. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé, moi. Alors, moi, j'ai un petit peu moins accroché que toi. J'en ai fait plusieurs parties sur plusieurs sessions différentes. La première session, j'étais complètement claqué. C'était vraiment le dernier jeu avant de se coucher. J'avais bouffé des jeux toute la journée. J'étais pas forcément en état de bien recevoir le jeu.
j'ai trouvé des trucs intéressants, mais c'était trop d'efforts pour moi de réfléchir à cette programmation-là, et pour la satisfaction que ça m'apportait. Quand j'en ai refait, effectivement, j'ai trouvé ça mieux. Mais c'est pas forcément le type de jeu que je préfère, dans le sens où moi j'ai tendance à préférer un peu plus de contrôle, même si le format du jeu est bien étudié. C'est la bonne durée pour avoir un jeu chaotique. Mais je crois que sur ce genre de jeu, je préfère de la prise de décision moins impliquante, ou un truc qui est plus fun, voilà, qui demande moins de se pencher en regardant la ligne et de regarder ses cartes et de se dire qu'est-ce que je joue ? Est-ce que je joue celle-là ? Mais alors si je joue celle-là, ça veut dire que l'autre joueur pourra jouer ça, il va voir ce que je joue, machin. D'accord. J'ai envie d'un peu plus de plus léger, finalement trop lourd pour toi, d'accord. Okay. Presque, voilà. Alors que bon, j'aime bien les gros jeux, il n'y a pas de problème. Mais... Alors c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un des trucs qui rend le jeu plus calculatoire. C'est un jeu où bon, il faut qu'on fasse rentrer tous nos meeples, et donc on peut se dire bah ok, j'ai joué ma carte pour en faire rentrer, j'ai fait rentrer à l'autre, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, il y a quand même le mode général, c'est quand même qu'il y a un des joueurs qui joue le président, il a un seul meeple. Et donc si lui il rentre, il a gagné. Et c'est vrai que de ce côté-là, le jeu a peut-être un côté un peu punitif. C'est-à-dire que si tu fais une erreur et que le président y rentre, bah voilà, merci, au revoir, on a tous perdu, quoi. Mais si tu joues sans, il y a moins de tension. Ouais, moi je pense que c'est moins sympa de jouer sans. J'ai pas essayé de jouer sans, mais ça m'a moins donné envie. Et alors il y a une variante pour jouer sans, c'est pas nous qui le proposons comme ça. Oui. Mais effectivement, moi je trouve que le fait qu'il y ait cette asymétrie, ça apporte des problématiques qui sont intéressantes. Ça nous permet aussi de regarder un peu un joueur, de pas être sur un pied d'égalité, parce que vraiment au début en plus on met vraiment tous les joueurs sur un pied d'égalité. Et là on se dit bah non, là il y a quelqu'un qui est clairement avantagé, donc c'est de l'anti-kingmaking qui crée des situations de jeu intéressantes à chaque fois. Moi je trouve ça vraiment hyper malin. Je suis assez d'accord. Moi j'aime beaucoup cette idée-là. Après c'est vrai qu'on en a parlé dans l'équipe, et il y a eu plusieurs retours de gens qui disaient bah quand même le président gagne, et il peut gagner très vite. Et c'est vrai que ça peut être frustrant quand tu joues et tour 1 le président a gagné. C'est vrai que moi ça m'est arrivé, c'est arrivé régulièrement à Fred. Aussi, Voilà. Après, j'ai fait une autre partie où c'était moi le président, et clairement j'ai perdu la partie, quoi. Donc à un moment donné, alors peut-être que je suis nul, mais c'est pas, je pense pas que ce soit avoir le président, c'est pas une assurance de gagner. En fait, c'est vrai que c'est un peu frustrant par rapport aux joueurs normaux, parce que les joueurs normaux, eux, ils vont avoir 4 meeples à sortir, ou peut-être plus. Non, c'est 4. C'est 4. Ouais. Mais en même temps, il faut que tu joues une carte pour ramener des meeples à toi sur la table qui sont hors du champ, et tu les ramènes dans la file. Du coup, tu as quand même beaucoup d'étapes à suivre pour que finalement tu arrives à tout jouer et à gagner. Ce qui fait que c'est un peu long si le président sort pas. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, moi encore une fois, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé, parce que c'est ce que tu as dit, moi c'est l'effet waouh, c'est vraiment le côté de tiens, j'ai bien calculé mon coup, j'ai joué le moment où on va rentrer, et t'as quelqu'un qui fait t'as cru que j'allais passer devant toi ? En fait non, tiens, c'est toi qui passes devant moi, et comme la fusée passe derrière, en fait c'est moi qui suis devant. Et donc en fait il y a vraiment c'est vraiment fun. On peut pas vraiment prévoir ce qui se passe, quoi. Et ça c'est deux bonnes idées dans ce jeu qui m'ont bien plu, vraiment un jeu où de moi-même je serais vraiment pas allé. Gros blocage sur l'esthétisme et le truc, et finalement avec pas grand chose, parce qu'il y a 6 cartes, il y a 6 actions, 6 cartes par joueur et 4 meeples, et 2 super idées. Moi vraiment cette idée de on choisit nos actions et on a un joueur asymétrique, bah je trouve que dans un petit jeu comme ça c'est bien, c'est vraiment chouette. Donc moi j'ai bien aimé. Alors j'ai moins aimé que toi, mais j'ai aimé quand même, mais a fortiori à la deuxième partie quand j'étais frais et dispo. Ouais, d'accord, forcément. Du coup, on va passer à notre deuxième jeu maintenant. On a parlé de Meeple Hope en long, en large et en travers. Et notre deuxième jeu, ça sera Gods Love Dinosaurs. Gods Love Dinosaurs est un jeu de gestion dans lequel on va chacun avoir son petit plateau avec une contrée qu'on va finir par étendre avec des tuiles, et on essaye de créer un écosystème avec des animaux. Et ça va vraiment être la chose importante dans Gods Love Dinosaurs. On va créer son écosystème d'animaux, donc on va avoir des herbivores et des prédateurs. Les prédateurs vont manger les herbivores, et ensuite, ce qui nous fait marquer des points dans ce jeu, ça va être les dinosaures qui vont manger des prédateurs. Mais attention, les dinosaures, à chaque fois qu'ils s'activent, il va falloir les nourrir, et donc on a un jeu de sélection de tuiles pour récupérer le terrain qui nous intéresse, les animaux qui nous intéressent. Il va falloir se faire reproduire les animaux, un peu à la manière d'Agricola d'ailleurs. Et donc on va essayer de créer l'écosystème parfait pour marquer plein de points. C'est ça, exactement.
Bon, bah, moi, évidemment, c'est un jeu avec des dinosaures, donc forcément, ça m'avait intéressé. En réalité, quand j'ai regardé le jeu, je dis bon, ok, les dinosaures sont un peu, ça aurait pu être des dinosaures, ça peut être n'importe quel animal, ça n'a pas forcément marché. Et puis, c'est un jeu, moi, j'ai un peu fait comment dire, ça a été un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'au début, ah, super avec les dinosaures. Ouais, en fait, les dinosaures sont pas si présents. Après, j'ai regardé les règles, je fais ah tiens, ok, ça a l'air des règles qui vont être assez accessibles. Et effectivement, les règles sont assez accessibles. Il y a pas de, elles sont assez simples, vraiment à son tour. On pioche une tuile, on la rajoute. Éventuellement, on rajoute des animaux dessus. Si jamais on a vidé une colonne, on active les animaux. Chacun se reproduit. Et puis voilà. Donc au début, sur les règles, je me suis dit ah bah c'est sympa, c'est un petit jeu familial, superbement édité. Alors autant on a dit avant Meeple Hope, je suis passé à côté. Autant God's Love Dinosaur, il est super édité. Enfin, tous les petits animaux, leurs petits meeples qui sont vraiment chouettes. Je trouve les illustrations vraiment très sympas. Donc voilà, donc les règles sont simples. On dit ah super chouette, on va jouer. On a commencé à jouer et là je me suis dit, ah ouais, les règles sont simples, mais alors j'ai trouvé que le jeu pas du tout. En fait, c'est vrai que la prise de décision que tu fais avec cet ensemble de règles très simples, elle va être très profonde parce que quand tu choisis une tuile, tu sais que tu peux restreindre les choix adverses pour les tours futurs. Tu sais que tu peux te bloquer toi-même aussi. C'est possible de passer une partie horrible parce que tu t'es bloqué toi-même. Moi, ça m'est pas arrivé. C'est pas arrivé aux joueurs autour de ma table. Hein. On a joué vraiment correctement. On était tous sur un pied d'égalité, mais je pense qu'effectivement, c'est un jeu qui te pardonne pas. Parce que c'est un jeu sur la chaîne alimentaire, et la chaîne alimentaire, ben voilà, ça pardonne pas. Ouais, et c'est ça qui m'a un peu bloqué au début, c'est qu'effectivement, en plus, je l'avais vendu comme un jeu hyper accessible, et quand on a commencé à jouer, avec toutes les questions que tu te poses, clairement, ma partenaire m'a dit, mais c'est pas ça qu'on avait dit, hein, on avait dit qu'on jouait à quelque chose de beaucoup plus léger, et donc c'est vrai que ça m'a un peu surpris, et c'est vraiment typiquement le genre de jeu où je me suis dit, ok, c'est pas pour moi, parce que justement, il y a trop de choix. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Mais c'est parce qu'il y a des dinosaures. Alors, c'est pas parce qu'il y a des dinosaures, justement. C'est-à-dire que je pense que on est vraiment typiquement dans le jeu du facile à apprendre, difficile à maîtriser. Donc ça, pour moi, il y a un public qui, à mon avis, va s'éclater sur ce jeu. Je fais pas partie de ce public. Mais par contre, ce que j'ai vraiment adoré sur ce jeu, c'est comme tu l'as dit, c'est un jeu sur la chaîne alimentaire. Et le thème me paraît incroyablement bien rendu. Ouais. Alors, c'est un jeu de l'auteur de Magic Maze, Casper Lapp. Donc voilà, un de tes jeux fétiches. Exactement. Et je trouve qu'on ressent pas du tout la parenté entre les deux jeux, hein, mais voilà, c'est impossible. Rien à voir. Mais je trouve qu'effectivement la thématique a été extrêmement bien travaillée. Alors je sais pas si il l'a apporté à l'éditeur originel parce que c'est une localisation de Pandasaurus chez Catch Up Games, et donc là je sais pas si Pandasaurus a travaillé le thème avec lui ou si c'était déjà les dinos. Mais c'est vrai que ça marche ultra bien, et y a ce côté cycle avec les herbivores qui sont bouffés par les carnivores qui sont bouffés par les dinos, et vraiment alors il n'y a pas un cycle complet, hein, ça s'arrête avec le prédateur Apex, les dinos, mais c'est vrai que ça représente un truc, et on s'imagine carrément ce qui se passe sur notre petite île, notre petit terrain. Ouais, c'est ça. On voit les herbivores qui vont avoir chacun leur territoire, on va avoir les prédateurs qui ont leur territoire de chasse. Et on a surtout ce côté, ah bah attends, en fait, j'ai besoin que mes prédateurs, ils bouffent plein de proies pour se reproduire, pour pouvoir être bouffés par les dinos. Mais attention, parce que si je bouffe trop de proies, après j'aurai trop de prédateurs, il faudra bien que ceux que j'ai créés de prédateurs, ils se nourrissent aussi. Et il faudra aussi que j'ai assez d'emplacement pour mettre mes nouveaux dinosaures, parce qu'on va aussi avoir de plus en plus de dinosaures, mais il faut qu'ils aient un habitat. Il faut qu'ils arrivent à nicher dans leurs montagnes, etc. C'est ça. Et donc il y a cette espèce d'équilibre à trouver, et je crois que c'est ça le terme central, et ce qui rend le jeu trop difficile pour moi et super intéressant pour moi, c'est qu'il y a vraiment un équilibre entre ces différents niveaux d'animaux qui doivent interagir les uns avec les autres, et il ne faut pas qu'il y ait trop de l'un ou trop de l'autre. Et pourtant, on a envie d'en avoir de plus en plus à chaque fois. Hein. Mais voilà, comment on fait pour grandir sans déséquilibrer tout notre écosystème ? Alors, j'irais un petit peu à contrario de toi quand tu disais facile à apprendre, difficile à maîtriser. Je pense pas qu'il soit extrêmement difficile à maîtriser, dans le sens où tu comprends vite à la fin de la première partie. J'en ai fait qu'une partie, hein, j'en ai pas fait plus. Mais à la fin de la première partie, je savais ce que j'avais raté dans cette première partie. Je savais ma marge d'amélioration. Et je l'entrevoyais très très vite, en fait. D'accord. Et après, le seul truc que j'ai commencé à apprivoiser à peu près au milieu de la partie, et que j'aurais pu améliorer dès le début, c'est la prise de tuile et comment on bloque les adversaires, comment on les force à faire un truc plutôt qu'un autre. Mais j'ai l'impression que en 2 parties, on va bien maîtriser les arcanes du jeu. 3-4 parties, on va complètement maîtriser le jeu, et après, ça sera un peu toujours la même partie.
En tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Ouais. Moi, justement, c'est là Mais où... c'est à tempérer parce que voilà. Ouais, moi aussi, hein, j'ai pas beaucoup de parties. Et après, moi, je suis peut-être plus... Moi, au contraire, je me suis dit, le jeu est... et je vais prendre plaisir à y jouer. Par contre, j'ai le sentiment qu'il est au-delà de mes capacités pour bien y jouer. Moi, je sais que je pense que ce que tu décris là, il me faudra 10, 20 parties pour en arriver à ce niveau-là. Mais c'est là où je le trouve intéressant, c'est que t'as ces différents niveaux de, voilà, on a parlé de cet équilibre, mais t'as raison, derrière, il faut dire, ok, au début, déjà, on va apprendre à gérer ce qui se passe. Mais en fait, il y a quand même de l'interaction avec les autres parce que les tuiles qu'on va prendre vont déclencher ou non la reproduction, l'activation d'une espèce. Et là, il y a un rythme à trouver. Ou du dinosaure. Et c'est là où il va falloir avoir un œil, encore le deuxième niveau de lecture, il va falloir avoir un œil sur ce qui se passe pour prévoir. Parce qu'on peut prévoir notre écosystème, mais si à un moment donné, on avait prévu de faire reproduire des proies pour après faire les prédateurs et que c'est l'inverse qui se passe, ah oui, ça là ça change tout, quoi. Et voilà, et c'est pour ça que moi il me paraît vraiment intéressant et que je pense qu'il va trouver son public. Moi je dirais que le mot plus qu'intéressant, c'est élégant. En fait, il est élégant dans la façon dont il présente son thème, dans la façon dont il présente ses mécaniques et ses choix. Mais par contre, les choix, ils sont hyper cruels et ça, c'est vraiment, pour moi, le point fort, c'est vraiment que ça pose des choix qui sont des vrais choix. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est presque un jeu éducatif. Dans le sens où, non, mais dans le sens où justement, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire souvent quand je vais parler d'un jeu, quand je vois un jeu qui se présente comme un jeu éducatif, c'est souvent on veut t'apprendre un truc exprès. Et en fait, si on regarde les autres pans culturels, si on reparle les livres, les films, ainsi de suite, quand on veut nous parler de quelque chose et de nous sensibiliser à un thème, à une histoire, quelque chose, on va pas nous la raconter. On va nous immerger dedans et on va dire, bah tiens, regarde comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Et on n'est pas là pour faire une leçon. Et je trouve que c'est ce que fait ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour nous apprendre la chaîne alimentaire, machin. Mais par contre, il nous met dans une situation où nous-mêmes, on mesure cet équilibre, voilà, si j'ai plus de proies, si j'ai plus assez de proies, elles peuvent plus assez se reproduire. Si j'ai pas assez de prédateurs, bah, je peux pas nourrir mon prédateur apex. Et je trouve que ça, pour moi, c'est ces jeux qui ont cette petite fibre-là où je sors du jeu en disant « Ok, je me suis amusé, j'ai passé un bon moment. Et en plus, j'ai un petit peu touché du doigt le thème et c'était chouette. » Ça m'a fait penser... Tokaido est un peu pareil. Autre débat, mais Tokaido, moi quand je sors de Tokaido, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un avion pour aller au Japon. Alors finalement, la mécanique du jeu, il prête pas forcément, mais il y a un univers qui fait qu'on est dedans et j'ai appris des choses sur le Japon. Bah là, c'est pareil. C'est l'univers graphique et mécanique, et c'est vrai que dans le cas de Gods Love Dinosaurs, ça marche super bien. Parce que l'habillage éditorial est juste parfait, il n'y a rien à redire dessus. Et que voilà, la façon de présenter les mécaniques, c'est hyper satisfaisante. C'est ça, moi c'est un jeu, je me dis, il est peut-être trop compliqué pour moi, mais je me dis, tiens, quand mon fils a un certain âge, j'ai envie de lui faire jouer à ce jeu. Justement parce qu'il a cette élégance et il a tiens, on touche du doigt un petit peu ce côté qui est, encore une fois, sur l'équilibre qui est quand même un peu central aujourd'hui. On peut en parler de l'équilibre écologique, c'est quand même pas complètement neutre. Et voilà, moi, c'est ça qui m'a plu, donc c'est pour ça que je le recommande fortement. Ça marche, moi aussi je le recommande. Tout va bien. Bah finalement, on est un peu d'accord. On est un peu d'accord. Finalement, sur le troisième, en plus, je crois qu'on n'est pas si pas d'accord. Ouais, on va faire. Et on va vous parler du troisième jeu d'ailleurs, tout de suite, qui s'appelle Twisted Fables. Alors c'est toi qui vas nous présenter Twisted Fables. C'est ça, alors Twisted Fables. Alors pour la suite, je suis désolé, moi j'ai pas ton accent anglais, je vais dire probablement Twisted Fable. Je m'en excuse pour tous nos anglophones. Donc Twisted Fables, c'est donc un jeu d'affrontement qui va se passer dans un univers où on va avoir des versions twistées, des versions tordues, des personnages féminins des contes de fées. Alors, des contes de fées au sens un peu large. C'est-à-dire qu'on va retrouver Mulan, vraiment un personnage de conte de fées, ou même Scheherazade. Voilà, on est la petite fille aux allumettes. Bon, des personnages fictifs féminins et qui sont tous un peu, voilà, comme on l'a dit, tordus. C'est-à-dire que par exemple Blanche-Neige, c'est pas une jolie princesse. En fait, c'est une sorcière maléfique qui a été zombie, qui a été tuée, qui est revenue à la vie. Le petit chaperon rouge, c'est un soldat cybernétique.
Mulan, c'est un soldat de l'espace. Enfin voilà, on a tout un tas de versions tordues de ces personnages que j'ai trouvé assez intéressantes. Et donc ça va être un jeu d'affrontement, alors soit 1 contre 1, soit 2 contre 2, qui va être à base de deck building. C'est-à-dire que on va avoir son deck dont on va servir pour faire les attaques. Et là, l'intérêt du jeu, c'est la façon dont on va construire ce deck. C'est-à-dire que le deck va être constitué à la fois de cartes de base, donc on aura du déplacement, de la défense et de l'attaque, sur des choses assez faciles, mais surtout, chaque personnage aura accès à des cartes skills, des cartes compétences, qu'il va falloir combiner avec des cartes de base pour pouvoir les activer, et qui vont du coup donner une identité propre à chaque personnage. C'est-à-dire qu'on pourra toujours acheter des cartes de base, mais on pourra toujours acheter aussi des cartes qui nous sont propres. Il n'y a que nous qui pourrons avoir ces cartes-là, ce qui fait que chaque personnage va être très asymétrique. On a 2-3 mécaniques supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir également, quand on achète des cartes, on va pouvoir débloquer des twists, c'est-à-dire c'est des espèces de pouvoirs permanents. Et quand on a pris un certain nombre de dégâts, on va aussi avoir une carte qui est une carte épique, qu'il va falloir choisir parmi 3. Donc à chaque partie, il faudra en choisir une parmi 3, et qui va nous donner un gros bonus pour faire un petit peu un catch-up sur le jeu. Alors moi j'ai pas mal joué, toi tu as fait une partie, ouais. On a fait une partie tous les deux, voilà, hier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, quand on m'a parlé du jeu, on m'a dit... tu vas voir, c'est un jeu qui ressemble un peu à Exceed avec des pimbos, des contes de fées. On m'a dit ça comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai dit OK. Et en même temps, j'ai regardé le nom de l'éditeur et j'ai pris un peu peur. C'est Dimension, c'est l'éditeur de Deep Madness notamment. Et Deep Madness, j'ai des soucis avec la façon dont c'est édité au niveau des règles, de la présentation des trucs. C'est un jeu qui est hyper dense, hyper intéressant, mais hyper exigeant et vraiment il te repousse à l'accès. On dirait que le jeu se refuse à toi. D'accord. Et là, c'était pas le cas, c'était très simple, très streamliné, très épuré plutôt, et ça se jouait un petit peu facilement malgré le niveau d'exigence du jeu. On en reparlera un petit peu après. Je pense qu'il y a un point à aborder, c'est le point graphique. Ouais. Parce que vraiment, les illustrations sont très bien réalisées. Oui. Ce qu'elles dépeignent, ouais, est assez problématique. Ouais, c'est ça. Alors, c'est problématique. Ouais, vraiment, je trouve que quand on fait un jeu où on fait le choix fort de mettre que des personnages féminins, quelque part, entre guillemets, pour moi, il y a deux opposés. Il y a le côté, on va faire ça à la One Deck Dungeon, où on fait que des personnages, voilà, qui sont tous pas du tout sexualisés, qui sont tous différents, qui sont tous intéressants. Et on a l'autre extrémité du spectre, qui est Barbarossa, où là, clairement, on a fait des personnages féminins, mais juste pour que les joueurs masculins se fassent plaisir à regarder les illustrations. Et je trouve que Twisted Fable se trouve un peu entre les deux. Alors, elle est quand même assez plus proche de Barbarossa. Mais ouais, il penche un peu trop de côté Barbarossa. En fait, c'est vrai que ces versions des contes de fées adultes, elles sont soumises à, on va dire, à la pin-up en fait. C'est vraiment des pin-up plus que des... Alors quand on voit son paquet de cartes, on se dit, bon, en fait, ça va. Moi, mes cartes, j'ai joué la petite fille aux allumettes. J'avais une petite fille aux allumettes avec un crâne de démon ou qui tendait une allumette. Tout se passait bien. Par contre, je regardais certaines illustrations de mes twists, de mon personnage. Là, c'était quand même beaucoup plus évocateur, des postures beaucoup plus lascives, ou alors des trucs complètement questionnables. Ah ouais. Le petit feu aux allumettes, pour moi, c'est elle où il y a l'illustration la pire du jeu. Elle montre ses fesses avec une queue de démon qui sort de son derrière. Bon. Ouais, vous pouvez aller voir, on a fait un article sur le jeu, sur le site, le Just Play, d'aller voir, il y a 2-3 illustrations. Et ouais, c'est dommage parce que je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'hyper intéressant sur ces personnages. C'est-à-dire, comme on l'a dit, Blanche-Neige, c'est un zombie. Mulan, c'est un soldat de l'espace. Alors, c'est un soldat de l'espace, mais bon, son armure ne couvre rien. Voilà. Alors, c'est problème. Armure. Est-ce que vraiment elle a une armure? On peut se poser la question. Sherazade, c'est une espèce de manipulatrice une cybermanipulatrice qui va contrôler les gens par la pensée. Dorothy Dorothy, ça va être un espèce de cyborg très inspiré de Terminator, et donc il y avait vraiment des choses à faire, et il y a beaucoup de personnages qui sont chouettes. Moi, je trouve que la petite sirène a quelque chose, et Alice ont quelque chose de très bien. Alors Alice, elle devient chasseresse avec un chat mécanique, etc. Et pour le coup, elle n'est pas du tout sexualisée. Et la petite sirène, au contraire, c'est celle qui va être la plus sexualisée. Sur certaines illustrations. Parce que, même un peu surtout, quand même, elle est assez dénudée, elle est
mais elle est monstrueuse sur beaucoup d'entre elles. Mais justement, en fait, c'est ça qui la rend intéressante et c'est justifié dans le sens qu'effectivement, dans le mythe de la sirène, il y a ce côté séducteur. Oui, qui est là pour séduire les marins. Donc, et clairement, en plus, elle a des formes qui sont pas une taille mannequin. Ouais, c'est ça change un peu. Et elle a cet aspect monstrueux que tu retrouves vraiment tout au long et qui évolue, qui est assez dérangeant à voir. Et en fait, je trouve ça intéressant qu'on voit ce truc qui fait presque penser à du gigeur, pas hyper... Ouais, un petit peu, je suis d'accord, un petit peu. Pas hyper poussé, mais voilà, c'est plus agréable à voir que juste une Lolita avec un katana et un décolleté pigeonnant et pas d'armure du décolleté à la jupe. Mulan, quoi. Mulan. Bref, si on résume, je trouve ça un peu dommage. Il y a des bonnes idées qui ont été... c'est dommage d'avoir fait pas mal d'illustrations qui sont un peu décevantes et qui vont pouvoir repousser un public, alors qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de plus intéressant au niveau des illustrations. Bon, maintenant venons un petit peu au jeu et à la mécanique. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Eh ben, écoute, j'ai trouvé ça délectable. D'accord. En fait, c'est un jeu d'affrontement 1 contre 1 ou 2 contre 2. Là, on a joué en 2 contre 2 hier. C'est un jeu vraiment à la Exceed, BattleCon, où on a une ligne avec nos combattants, ou même Street Fighter un petit peu, même si c'est en 2D. Oui, oui. Mais là, on a vraiment une ligne, on se déplace sur cette ligne, on va avoir des attaques qui ont une portée, et il y a tout un jeu à la fois de développer son propre jeu, parce que les cartes qu'on va jouer vont nous permettre, si on les utilise correctement, d'acheter de nouvelles cartes, et on a le choix entre acheter comme tu disais, des cartes de compétences ou alors ces cartes de technique. Et donc, il va falloir équilibrer les deux, mais en même temps, on va pas forcément avoir le temps de tout acheter. Il faut équilibrer son paquet, il faut savoir quoi prioriser, et en même temps, il faut jouer avec la synergie de son personnage propre. Par exemple, moi, j'avais un personnage qui faisait un pacte avec le démon, et donc je sacrifiais ma vie pour piocher des cartes, pour avoir plus de pouvoir et faire plein de choses assez folles. Et pendant la plupart de la partie, j'étais pas très fort, et à la fin, je mettais des grosses claquasses. C'est ça. Et c'était hyper satisfaisant aussi de voir que vous jouiez pas du tout pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une vraie asymétrie dans le jeu. Moi, c'est au début ça qui m'intéressait, et vraiment, ces jeux-là, c'est là-dessus, je trouve, qu'ils se démarquent. C'est-à-dire que soit ils arrivent à avoir des personnages qui sont vraiment particuliers, soit ils sont tous génériques et se jouent pareil, et c'est un peu dommage. Là, on a vraiment chaque personnage qui est différent, ne serait-ce que les cartes de base qu'on va jouer sont pas du tout les mêmes. Et donc on a des personnages qui seront forts en début de partie, faibles en fin, d'autres qui seront au contraire plutôt forts sur la fin, qui vont avoir du temps de builder, d'autres qui vont travailler sur la défense, d'autres qui vont être mobiles. Enfin, toi, tu avais un personnage qui avait plutôt tendance à gêner l'autre, où tu me donnais des cartes avec cette méca que j'adore, où je jouais contre Mathieu, et donc j'avais des cartes en main, et c'était soit je les gardais et elles me servaient à rien, donc elles me pourrissaient ma main, soit je les jouais, donc j'avais un petit bonus, mais ça faisait un bonus à lui aussi. Donc est-ce que j'ai envie de les jouer ou pas? Donc il y a ce choix-là que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Effectivement, il y a cette asymétrie qui se creuse très très vite par rapport à la façon dont on joue. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, c'est fait en 3 cartes. C'est-à-dire que chaque joueur a 3 paquets de cartes avec des versions plus ou moins fortes de chaque carte. Donc les cartes de base, les cartes niveau 1 et les cartes niveau 2. Et donc on a les cartes d'attaque, les cartes de défense, les cartes de mouvement, et c'est tout. Ouais, c'est vrai. Après, il y a les twists qui viennent renforcer la symétrie, qui viennent donner une petite règle supplémentaire, le pouvoir du personnage qui donne un petit truc supplémentaire, mais c'est tout. C'est pas comme Unmatched, qui est dans le même calibre un petit peu, mais plus simple. Où Unmatched, on a un deck complètement différent avec quelques cartes similaires qui sont partagées dans un pool de personnages, mais beaucoup de cartes différentes. Là, on a vraiment que 3 cartes différentes. C'est vrai qu'il n'y a que leur intensité qui change. Effectivement, en tout, tu auras 3 cartes de base dans ton jeu, 3 cartes skills, et tu pourras varier l'intensité de ces cartes-là. Mais c'est tout. Effectivement, t'en restes là. Et alors moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est qu'on est sur un deck building qui est très exigeant. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre, vu le thème, à un thème pif-paf dans ta gueule, à des deck building comme on a pu voir, beaucoup très accessible. Harry Potter, par exemple, voilà, où vraiment la construction de deck est pas si importante que ça marche bien quoi qu'il arrive. Là non, là ton deck, si tu l'équilibres mal, tu vas passer des très mauvais tours, parce que ces cartes skills qui sont particulières, faut forcément les combiner avec une carte de base qui va avec. Donc si t'as trop de cartes skills qui vont pas avec les cartes de base, ça te sert à rien.
et ça, il y a un équilibre à trouver qui est pas facile, surtout que t'as rien pour t'aider. C'est-à-dire que dans un deck building, tu peux piocher, tu peux épurer ton deck. Là, non. Là, tu peux épurer ton deck quand t'as une mauvaise main. Tu peux passer ton tour pour épurer une carte de ton deck. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est la punition, en fait. Quand ça t'arrive, c'est que ça s'est raté. Alors, il y a quelques personnages qui ont des effets de pioche, mais c'est très limité, en fait. Et donc, avoir ce niveau d'exigence sur un tel jeu, moi je l'avais pas vu venir, vraiment. Oui, et encore une fois, c'était pas si compliqué à expliquer, c'est pas compliqué à mettre en place. Non, les règles sont très simples, effectivement. Alors après, ni toi ni moi n'avons joué au mode relique, qui est un mode qui est recommandé par l'éditeur. Tout à fait. Il l'a recommandé sur un thread BGG, et même pas dans son livre de règles. Ça, c'est un peu dommage. C'est une variante qui est introduite par le livre de règles avec des reliques que tu vas placer sur la piste. C'est ça. Et que tu vas collecter pour gagner des bonus. En fait, c'est que tu vas pouvoir, quand tu te retrouves sur une case où il y a une relique, enfin il y a des reliques sur toutes les cases d'ailleurs, quand tu es sur la case où il y a une relique, tu vas pouvoir défausser une de tes cartes basiques de ta main pour faire le pouvoir de la relique. Alors il y a plein de pouvoirs différents, je crois que j'ai regardé, il y en a un par perso. Ouais, il doit y en avoir une dizaine de reliques. Et qui du coup varie pas mal le jeu. Mais c'est vrai que ça c'est aussi la force de jeu, c'est qu'on l'a dit, les personnages sont différents, mais surtout la façon de jouer les personnages sont différents, parce qu'on vous a dit, vous avez 3 cartes de base et vous avez 3 skills et vous les allez un peu piocher. Mais en fait, on peut pas vraiment tout prendre. Tu peux pas tout prendre. On va prendre 1, 2 skills où on va se spécialiser. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait l'attaque et la défense ? Ouais, d'accord, c'est intéressant. Sauf que si on n'a pas de mouvement, on va se retrouver loin. Ça va nous servir à rien. Mince, alors je fais l'impasse sur l'attaque. Ah bah non, si je fais l'impasse sur l'attaque, je risque pas de gagner. Mince. Ah bah je fais l'impasse sur la défense. Ah bah si je fais l'impasse sur la défense, je vais ramasser. Et c'est ça que j'ai trouvé chouette. C'est que là, moi, j'ai joué 8 personnages sur les 10. Et globalement, à part 1 ou 2, j'ai tous envie de les rejouer pour les jouer différemment. Ouais. Et ça, c'est chouette. Oui, moi, sur ma partie, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs façons de jouer mon personnage. Et ça me donnait envie de remettre le couvert. Clairement, s'il n'avait pas été 23h40... Ah ouais, moi, j'allais proposer une suivante, c'est sûr, clairement. Clairement, parce que non seulement on va choisir les paquets sur lesquels on va piocher, mais quelque part on va aussi choisir la profondeur des paquets. C'est-à-dire que plus on va profond dans un paquet de cartes skills, plus on va débloquer des twists qui sont forts. Et là, en fait, moi hier, c'était même la première fois où j'essayais d'aller vraiment loin et de prendre un twist, et ça change complètement la physionomie du personnage. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'ai envie d'y jouer et d'y rejouer, quoi. Carrément, c'est vrai que on parle souvent de rejouabilité et là tu as envie d'y revenir. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est le signe qu'un jeu a réussi ton coup. C'est que, en fait, il t'a plu, mais tu as quand même envie d'approfondir la chose. Tu as quand même envie d'essayer de nouvelles choses et tu sens que tu as de l'espace derrière toi. Tu te sens pas contraint. Dans Unmatched, par exemple, je me sens un peu plus contraint dans mon personnage. Ouais, une fois que tu l'as joué, est-ce que tu as vraiment envie de le rejouer ? Je sais pas. Pourquoi pas, hein, tu vois, sur une autre carte ou contre un autre, etc. Tu t'adaptes toujours à des nouvelles situations, ça crée toujours des trucs intéressants. Mais tu sens pas que tu sens que tu as déployé son potentiel à son maximum possible par rapport à ta compétence et c'est tout. Alors que là, tu sens que tu as d'autres options. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs façons de le faire. C'est quand même hyper agréable. Ouais, et c'est... vraiment, cette rejouabilité, je l'attendais pas. En plus, j'ai envie qu'ils sortent d'autres personnages derrière parce que en fait, j'ai envie que l'histoire, elle continue, parce qu'on le voit pas dans le jeu, mais ils ont quand même créé, c'est un Kickstarter, alors ils se permettent toujours d'en faire un peu plus, mais de mettre tout un univers, et tous ces personnages qui ont un peu rien à voir, ils ont tous une histoire qui est intéressante, et j'ai envie de voir où ça va. C'est-à-dire qu'on sent qu'il se passe quelque chose, le petit chaperon rouge, visiblement, c'est la cible de Scheherazade, qui est l'espèce d'entité qui contrôle un petit peu tout ça, qui a créé Dorothy pour aller la chasser, et il se passe quelque chose, et j'ai envie d'avoir la suite, j'ai envie de prolonger cet univers. C'est un peu paradoxal avec ce qu'on a dit tout à l'heure, où malheureusement sur l'esthétisme, je trouve qu'il y a une vraie occasion manquée, mais il y a un univers que moi je trouve intéressant, j'ai envie de voir où ça va, quoi. Alors qu'il n'est pas tellement retranscrit dans les mécanismes. Non. Ça, c'est... Par contre, pas du tout. C'est peut-être quelque chose qui est une occasion manquée. Ouais. Peut-être que ça mérite un mode de jeu un peu plus campagne. Peut-être. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on s'affronte, on sait pas vraiment pourquoi on s'affronte et pourquoi on a envie de se castagner. On se met sur la gueule et c'est fun. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Finalement, on est d'accord pour dire que c'était fun. Je crois qu'on est d'accord pour dire que c'était fun et que c'est moi c'est un vrai coup de cœur. Je suis vraiment content de ça. C'est vraiment très très bien, malgré l'illustration tout à fait parfois douteuse et qui va repousser des joueurs et des joueuses. Et c'est dommage parce que il y a vraiment beaucoup de choses à offrir sur ce jeu-là. À la fois le côté très Ameritrash dans l'idée et très Eurogame dans la maîtrise qu'il y a à avoir, quoi. Donc
un mélange intéressant qu'on vous recommande fortement, je crois. Donc on vous recommande ce Twisted Fables. On va s'arrêter là sur cette critique dithyrambique de Twisted Fables. On espère que vous avez beaucoup apprécié ce qu'on a dit, ou simplement un peu apprécié. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, réagir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça nous aide toujours, ou à la partager, c'est encore mieux. À vous abonner, à aller voir le site pour d'autres actus, d'autres critiques sur le monde du jeu de société, et peut-être nous soutenir sur Utip. Maintenant, à bientôt sur ludovox.fr. Ciao. Ciao.